Coraline Kaya qui vont nous présenter leur parcours et le sujet. Ok. Donc, nous allons vous présenter cette animation Sexisme au travail, qui est un extrait, une version très courte de l'animation que nous réalisons dans les entreprises dans le cadre de sensibilisation et de formation contre le sexisme. Je vais me présenter plus en détail. Donc, on va passer à la slide suivante, si vous voulez bien. Donc, moi, je suis Noémie Lemaine. Donc, je dois pouvoir la passer. Hop, voilà, parfait. Je suis Noémie Lemaine. Je suis fondatrice de ma société qui s'appelle Upchange Conseil et Coaching. Je suis à la base psychologue du travail et coach depuis de nombreuses années, en fait. J'ai accompagné plus de 500 personnes. Mes activités principales aujourd'hui, c'est quoi? C'est donc le coaching, c'est de l'aide pour ma clientèle, pour l'aider à mieux s'épanouir professionnellement sur différentes prestations. Ça peut être de l'accompagnement au retour à l'emploi et c'est aussi des ateliers. Je réalise un certain nombre d'ateliers avec des prestataires, dont Coraline, principalement sur le sexisme au travail. Mon credo, c'est qu'une personne épanouie est plus performante, donc plus épanouie, donc plus performante, et que en fait, toute mon activité depuis 35 ans tourne autour de ça, c'est-à-dire comment je peux aider les gens à mieux s'épanouir, de manière à ce qu'ils réussissent mieux dans leur carrière et qu'ils soient plus à l'aise et donc plus performants, en fait. C'est donc moi le coaching qui m'a conduite au sexisme. J'accompagne et je coach autant d'hommes que de femmes. Dans les années 2008, je suis sortie du déni, en fait, du déni de sexisme, parce que j'ai accédé à un autre niveau de clientèle. C'est là où j'ai coaché des cadres dirigeants et des cadres sup, et des cadres de beaucoup plus haut niveau dans les entreprises. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes, et que pour les femmes, c'était beaucoup plus difficile. C'est plus difficile pour les femmes dans les entreprises quand elles accèdent ou veulent accéder à des fonctions dites d'hommes, c'est-à-dire les fonctions du pouvoir, du savoir ou certaines fonctions techniques. Voilà, c'est ça, c'est cette prise de conscience-là qui m'a amené à travailler sur le sexisme au travers d'un coaching dit du féminin stéréotypé, en fait, de ce féminin-là, pétri de stéréotypes du genre qui font que les femmes s'interdisent et sont finalement éliminées d'un certain nombre de fonctions. Et ça, c'est important de prendre conscience qu'on a un pouvoir chacune aussi là-dessus et qu'il y a des choses qui se jouent dans le système. C'est les deux. Et les ateliers ont pour fonction de faire prendre conscience aux gens ensemble qu'ils doivent changer de comportement, d'autant plus que c'est la loi. Donc, je vais passer la voix à la loi et à Coraline qui va se présenter. Merci Noémie, merci Clémence pour cette invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Coraline Kaya, je suis juriste formatrice. J'ai fondé ma société il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis spécialisée dans la prévention du sexisme et du harcèlement moral et sexuel au travail par le prisme du droit pénal et du droit du travail, ainsi que le droit de la fonction publique. Et à cette fin, je réalise des audits et accompagnements en entreprise et en organisation publique sur tout ce qui concerne la conformité des structures par rapport aux législations en vigueur. Et surtout, je mène des actions de formation donc sur tout ce qui touche aux violences sexistes et sexuelles, au harcèlement en milieu professionnel,
mais également à la conduite d'enquête, puisque surtout dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, les employeurs ont des obligations de diligenter des enquêtes quand un certain nombre de faits leur sont remontés. Et puis, je conduis moi-même des enquêtes pour le compte d'entreprises et d'organisations publiques. Je suis arrivée par le sexisme. On va dire que j'y ai toujours plus ou moins été, puisque je me suis rapidement spécialisée dans tout ce qui touchait aux violences faites aux femmes, violences intrafamiliales et violences conjugales. Et puis, j'ai resserré mon étude dans le cadre de projets de recherche, puisque je fais également de la recherche par ailleurs, sur tout ce qui touche aux violences en milieu professionnel. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement à titre de présentation. Ok, très bien. Donc, ce qui est important de connaître, c'est que aujourd'hui, les agissements sexistes sont interdits au travail. C'est primordial et on va parler de ça. Et en tant que RH ou futur RH en entreprise, ça fait partie des choses qu'il faut absolument connaître, puisque ça fait partie du rôle des RH, comme des rôles des dirigeants d'entreprise, de faire respecter ce genre d'interdit. Alors, quelles sont les obligations des entreprises? Je vais laisser Coraline reprendre la parole. Je te remercie. Alors, les entreprises, les employeurs sont tenus d'une obligation de résultat, de garantir la santé et la sécurité des collaborateurs qui sont placés sous leur autorité, ce qui inclut les apprentis, les alternants, les stagiaires. Alors, dans des modalités un petit peu spécifiques, mais ils font partie de ce spectre au titre des obligations des employeurs. Concrètement, les employeurs, en général, délèguent des missions au titre de cette obligation. Néanmoins, il n'y a pas de délégation au sens juridique du terme. Ça veut dire que quand bien même un service ou un responsable RH serait missionné au titre d'une de ces obligations, un manquement éventuel de sa part ne serait pas de nature à délester l'employeur de son obligation. Mais ça, on y reviendra par ailleurs. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'employeur, il a deux obligations, l'obligation de prévention d'une part et l'obligation d'autre part. Et ça, on les trouve dans le Code du travail aux articles L 4121-1 et L 4121-2. L'obligation de prévention, d'une part, ça va concerner tout ce qui touche à l'affichage dans l'entreprise, à la communication, notamment sur les agissements sexistes, le harcèlement sexuel et moral, mais également, ça va concerner les obligations de formation. Aujourd'hui, il est nécessaire pour les employeurs de former leurs équipes, qu'elles soient dirigeantes, encadrantes ou opérationnelles, sur ces questions de prévention du sexisme et du harcèlement en milieu professionnel. Et à côté de ça, on a l'obligation donc d'agir, c'est-à-dire en fait l'obligation de réagir lorsqu'une situation est portée à la connaissance d'un employeur. Ça prend en général deux formes. C'est l'obligation de diligenter une enquête interne quand des faits signalés sont susceptibles de constituer à minima un harcèlement. Et là-dessus, la jurisprudence est très très claire et condamne régulièrement des employeurs qui seraient défaillants sur ce point. Et puis, l'obligation d'agir a un second aspect qui est celui de la sanction, puisque un employeur qui est informé de faits, que ce soit au titre d'un agissement sexiste, d'un harcèlement sexuel, moral ou autre, doit sanctionner les auteurs de ces faits. Ok. Donc, le sexisme est interdit, mais encore faut-il être capable d'identifier ce que c'est. C'est quoi un agissement sexiste?
Nous, ça fait partie de notre travail, à Coraline et à moi-même, de former les effectifs, donc de tous les niveaux, puisque nous formons les RH, les référents harcèlement sexiste et harcèlement sexuel, tous les effectifs du CODIR à l'usine, et nous les formons à identifier les différentes formes de sexisme. Donc, au travers de situations. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut d'abord être capable de le reconnaître pour après pouvoir l'empêcher, et puis ne pas l'exprimer soi-même, puisque on le voit que nous avons une pensée sexiste et des réflexes sexistes qui sont bien ancrés en nous. Alors, à propos des réflexes sexistes, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Libérez-vous des réflexes sexistes au travail », qui a été publié en 2018 chez Duno et qui va être édité cette année. Donc, il en reste encore un peu et la nouvelle version, un petit peu écourtée, arrivera sur le marché courant octobre. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous proposer des situations et on va vous demander de réfléchir. Je vais appeler quelqu'un qui devra nous dire ce qu'il en pense de la situation en question et ensuite on donnera la réponse. Donc, voici la première situation et je vais appeler Abigail Dumas, donc pour qu'elle ouvre son micro et sa caméra et qu'elle nous lise cette situation. Alors, donc, situation 1, vous êtes RH et vous entendez deux managers échanger devant vous à la machine à café. Tu sais pourquoi les gens préfèrent faire des bonhommes de neige plutôt que des bonnes femmes de neige? Non, parce que ça prend trop de temps de vider la tête. Et les deux éclatent de rire. Qu'en pensez-vous et quelle est votre réaction? Alors, Abigail, je vais vous demander de réfléchir et vous pouvez choisir quelqu'un dans la liste pour avoir un dialogue devant nous et vous dire ce que vous pensez de ça et on vous laisse 1 ou 2 minutes pour en discuter. Alors, est-ce que quelqu'un veut se porter volontaire? Choisissez, ça ira plus vite. D'accord, dans ces cas-là, je vais choisir Ameline, si ça te va. Oui, pas de problème. Merci. Alors, donc du coup, qu'est-ce que tu penses de cette situation et comment tu réagirais, enfin, si je te disais une phrase de ce genre? Déjà, moi, le premier truc qui m'interpelle, c'est le terme bonne femme, qui est hyper péjoratif, à mon sens. Et après, ma réaction, c'est sexiste. Après, c'est toujours où est-ce qu'on met la limite, notamment dans le milieu professionnel, de où est l'humour, où n'est plus l'humour. Ça, c'est aussi, je pense, un gros sujet. Et voilà, que je peux en penser. Je suis totalement d'accord avec toi, donc je te rejoins sur ce point-là. D'accord, vous êtes d'accord toutes les deux? Oui, après, il faut quand même essayer de voir quelle est l'entente entre les deux managers. Est-ce que vraiment il y a un lien où c'est qu'ils ont un lien très proche entre eux, ou alors c'est quelque chose où c'est enfin, il n'y a pas vraiment d'entente amicale en tant que telle. Ça peut être une phrase un peu déplacée, ou alors c'est leur humour à eux qui sont comme ça. Si c'est entre deux hommes, c'est entre un homme et une femme, c'est visé pour la femme. Enfin, c'est des situations qui pourraient être différentes en fonction de l'interlocuteur en face. Mais dans tous les cas, le fond de la situation peut être léger et un petit peu sexiste sur les bords, oui, effectivement. Ok, alors je vais laisser Coraline répondre en fait à cette double question. D'abord, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on en pense, et puis quelle doit être la réaction de quelqu'un, notamment un RH en fait. Merci. Alors, ce que vous venez de soulever, c'est notamment tout ce qui touche à la subjectivité, c'est-à-dire la façon différente que des personnes peuvent percevoir d'une situation. Alors oui, ça pourrait être un des moyens d'appréhender cette situation. Néanmoins, c'est pas comme ça que la loi est venue fixer les contours, puisqu'en fait, elle est très très claire sur ce type de propos. C'est un agissement sexiste. Alors, la loi ne parle pas de sexisme en tant que tel. Elle parle d'agissement sexiste dans le Code du travail et d'outrage sexiste dans le Code pénal. C'est quoi? En fait, ce sont des agissements, propos, comportements, attitudes qui vont être liés au sexe d'une personne
et qui ont pour objet ou pour effet, cette partie de la phrase est très importante, de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Alors, la partie de la phrase importante, c'est ayant pour objet ou pour effet, et ça, la jurisprudence n'a de cesse de le souligner, c'est ce qui va permettre de caractériser ou non une intention. L'agissement qui a pour objet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, c'est un agissement dans lequel on a l'intention de. Alors qu'un agissement dans lequel qui a simplement pour effet de porter atteinte à la dignité, ça exclut l'intention. Pour autant, on va considérer qu'on est malgré tout dans ce que la loi considère comme étant un agissement sexiste. Et alors, quand vous posez la question de savoir quelle est l'entente entre les deux personnes, on est sur la partie première de la conséquence qui est mentionnée là dans la phrase, c'est-à-dire que si les deux personnes sont consentantes, il n'y aurait a priori pas d'atteinte à la dignité, oui, mais néanmoins, c'est susceptible de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Et à ce titre, l'employeur est tenu d'intervenir pour ce type de fait. On va plutôt être sur des mesures de formation, des actions de sensibilisation pour rappeler que les agissements sexistes sont interdits au travail. Et on le voit dans l'historique et la chronologie depuis environ une dizaine d'années, où on a une législation de plus en plus importante sur cette question, avec un renforcement des sanctions, mais aussi des mesures au titre de la prévention. Et puis, depuis une loi de août 2021 qui est entrée en vigueur en 2022, on a ce qu'on appelle donc la pénalisation du sexisme répété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 agissements sexistes sont désormais constitutifs dans le secteur privé de harcèlement sexuel. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez en tête, mais concrètement, ça veut dire que ça va très vite. À partir de la 2e remarque, à partir de la 2e blague graveleuse, du 2e commentaire sur le physique, bref, à partir du 2e agissement, on est déjà dans du sexisme pénalisé, et donc pénalisé à quel titre? Au titre du harcèlement sexuel que l'on va revoir après. Alors, on va passer à une deuxième situation. Je vais demander à Claire Derelat-Periam de nous la lire, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Lors d'une réunion de service qui réunit des managers hommes et la RH Isabelle, le DRH demande: dis donc Isabelle, tu veux bien nous faire un café? Est-ce un Oui. agissement sexiste ou une simple demande? Claire, choisissez quelqu'un d'autre dans la liste pour discuter avec vous de cette question. Alors, je vais demander. Je regarde. Alors, je vais demander à. C'est un petit peu compliqué. Je vais demander à Flore ce qu'elle en pense. Si tu es là. Ouais, je suis là. Donc, est-ce que tu trouves que c'est un agissement sexiste ou alors c'est une simple demande? Je trouve ça complètement sexiste. J'aurais tendance à dire que s'il veut un café, il peut sûrement aller se le faire lui-même. Et que c'est quand même assez ironique que sur toutes les personnes présentes, on demande, en l'occurrence à la femme. Donc oui, pour moi, c'est sexiste. Ok. Et pour les deux, c'est sexiste ou pas? C'est pas sexiste, mais j'aurais tendance à considérer qu'à partir du moment où une personne veut un café, encore une fois, elle peut très bien aller se le faire et elle n'a pas besoin de demander à quelqu'un d'y aller à sa place, en fait. Ok. C'est pas sexiste pour vous, mais c'est de l'abus de pouvoir, c'est ça ou... Abus de pouvoir ou abus d'autorité, je ne sais pas si j'irai jusque-là. C'est culotté, en tout cas, c'est mal élevé, c'est Ouais, moche, quoi. moi, je trouve ça assez culotté, tout à fait. Ok. Vous êtes toutes les deux d'accord sur cette qualification?
Moi, pas spécialement, parce que encore une fois, ça fait un petit peu penser à la situation précédente, parce que je me dis, hein, c'est en fonction de la relation qu'on a avec notre collègue. Si voilà, lors de réunions, moi je sais que en tant qu'apprenti RH, je fais souvent des réunions avec des managers, que des fois eux-mêmes peuvent me poser la question, oui, est-ce que tu veux que j'aille te faire un café ou inversement? Donc, je ne trouve pas que la phrase «Tu veux bien nous faire un café» soit sexiste. Par contre, le «Dis donc Isabelle», là, on passe le cap du bon entendement, de d'une collaboration de collègues où ça se passe voilà, bien, parce que c'est vrai qu'un collègue qu'on ne connaît pas spécialement, on ne va pas lui dire «Dis donc Isabelle». Mais après, voilà, ça peut être pris dans deux contextes. Si la personne s'entend bien avec la personne et qu'ils ont l'habitude d'échanger comme ça, je ne vois pas le problème. Après, c'est sûr que si un manager demande de cette façon à une personne qui ne connaît pas, là, par contre, la personne peut se braquer parce qu'elle trouve ça un petit peu trop avenant. Voilà. D'accord, donc en fait, pour vous, c'est plutôt des règles de bonne conduite et c'est pas tellement sexiste, en fait. Non, 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 la situation ne mène pas à du sexisme pour moi. Pas parce qu'on dit à une personne, oui, il va me faire un café, que c'est une femme qui va me faire un café. Non, pas du tout. C'est parce que, voilà, comme j'ai présenté précédemment, si je m'entends bien avec la personne et qui me fait un café aussi de temps en temps, je ne vois pas où est le hic. Ok. Donc, on va aller dans la réponse. Alors, en fait, il y a un petit problème dans mes diapos, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est un agissement sexiste. Pourquoi c'est un agissement? Alors, bien sûr, après, on pourrait contextualiser, mais c'est un agissement sexiste de demander toujours à la même personne et que c'est une femme de faire le café alors qu'il y a 6 hommes. Si c'est une fois et que c'est chacun son tour, non, ce n'est pas un agissement sexiste. Mais là, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une sexualisation des rôles. En fait, ça renvoie à l'idée que les femmes auraient des fonctions spécifiques qui seraient notamment les tâches domestiques, faire le café, faire la cuisine, s'occuper des enfants, etc. Et les hommes auraient d'autres fonctions. Et que cette demande, ce service, en fait, est demandé spécifiquement à une femme. C'est le même ressort que quand on demande systématiquement, finalement, à une femme de faire le compte-rendu de la réunion. C'est-à-dire qu'on va leur confier certaines tâches domestiques ou subalternes, c'est-à-dire des tâches qu'on a hiérarchisées, qu'on a rétrogradées dans la hiérarchie des tâches, et ça tombe tout le temps sur elle. Pourquoi, en fait? Parce que du point de vue psychologique, alors on a vu la définition du sexisme du point de vue juridique, mais ça renvoie à quoi, du point de vue psychosociologique, le sexisme? Pour bien comprendre ce qu'est le sexisme, moi je vous propose de retenir une formule très courte qui le résume très clairement. C'est l'expression sexe faible et sexe fort, qui résume toute l'idéologie sexiste. C'est-à-dire qu'il y a un sexe qui est fort par nature et un sexe qui est faible par nature. Et quand on dit comme ça cette expression, personne ne la questionne plus. Tout le monde a une représentation et sait pertinemment de qui on parle quand on parle de sexe fort et pertinemment de quoi on parle quand on parle de sexe faible. Donc ça nous indique bien que, c'est une habitude de dire les choses, qu'elles sont vraiment ancrées dans notre esprit et que c'est une idéologie qui est basée sur les stéréotypes du genre. Qui sont en fait des éléments constitutifs du sexisme. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est une situation de sexisme et que c'est important d'en parler, de la questionner au travail, surtout quand on est RH, parce que là, il y a une responsabilité supplémentaire puisqu'on va être là pour s'occuper des ressources humaines, des relations humaines, et que les relations n'ont pas à être sexistes, en fait. Et qu'il faut retenir aussi que quelqu'un s'en plaigne ou pas, les agissements sexistes sont interdits au travail. Comme vous l'a expliqué tout à l'heure, Coraline, c'est que même si vous assistez à la scène de l'extérieur et que la jeune personne ou la femme va chercher le café, n'empêche qu'on peut à un moment dire, tiens, la prochaine fois, qui va aller chercher le café et pourquoi est-ce que c'est toujours elle qui va chercher le café? En tout cas, c'est important de questionner et de ne pas laisser faire ces choses-là, puisqu'en fait, on est tous acteurs ou complices
ou victime, parce qu'on ne peut pas se contenter d'être simple spectateur dans l'entreprise. On est forcément là pour agir à son niveau. C'est important de retenir ces points-là. Est-ce que vous avez des questions? Oui, au niveau des questions, je vous propose de les noter dans le chat si vous avez des questions. À la fin, s'il nous reste du temps, on s'attardera sur les questions. Donc, on passe à la question numéro 3, à la situation numéro 3, si vous voulez bien. Je vais demander à Anaëlle de la lire. Oui, Anaëlle, beaucoup. oui, David, le style de vêtements que porte aujourd'hui de sa collègue, il lui dit qu'il la trouve particulièrement jolie avec ce look. Apprécie, il manque le mot apprécie. Pardon. Ah. David apprécie le style de vêtements que porte aujourd'hui sa collègue. Oui, David apprécie le style de vêtements que porte aujourd'hui sa collègue. Il lui dit qu'il la trouve particulièrement jolie avec ce look. Commet-il un acte sexiste? Vous allez choisir quelqu'un pour en parler. Je choisis Melvin. Oui, bonjour. 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 Alors, est-ce qu'il commet un agissement sexiste, pardon. Alors, pour moi, ça serait surtout au niveau des termes employés et un peu des antécédents également. Parce que là, si c'est un compliment, peut-être que c'est juste un compliment sur son look directement. Après, au niveau des termes employés, là, il dit particulièrement joli ou d'autres termes qu'il pourrait employer. Et là, ça pourrait devenir un peu plus dérangeant et sexiste sur ça. Après, au niveau du droit, je ne sais pas du tout ce qu'il en est là-dessus. Ok. Ok, alors effectivement, là, au vu des informations qu'on a dans la situation, c'est juste un compliment, d'accord? Et dans ce cas-là, c'est parfaitement autorisé. On peut avoir des jeux de séduction dans l'entreprise, à condition que ça ne perturbe pas bien évidemment l'organisation de travail. Ils ne sont pas en tant que tels interdits par la loi. Par contre, attention, le proverbe « qui ne dit rien consent », ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que qui ne dit rien ne consent pas forcément, d'accord? Et dans la grande thématique des violences sexistes et sexuelles, c'est encore plus vrai. Et à ce titre, il convient d'être particulièrement vigilant aux réactions, aux absences de réaction que les personnes à qui s'adresse ce type de compliments ont ou n'ont pas. Alors, à ce propos, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, on a grandi dans un univers, une société qui est sexiste en elle-même, et on est tous sexistes à plus ou moins fort niveau. Moi, je vais vous donner une situation qui m'est arrivée sur exactement la situation là de l'exemple. Un jour, j'avais une stagiaire à qui, un matin, je fais un compliment en lui disant qu'elle avait une super jolie jupe. En fait, ma stagiaire s'est complètement figée et elle n'a rien dit et elle a tourné les talons et elle est partie. Moi, il n'y avait aucune intention malveillante, bien au contraire. Néanmoins, j'ai bien compris que elle n'avait pas eu l'air d'apprécier l'interaction. Et puis, je me suis dit qu'elle n'avait peut-être certainement pas envie de recevoir ce type de commentaire de la part d'une supérieure. Donc voilà, l'idée, c'est pas non plus de se dire que ce type de propos viennent exclusivement des hommes, c'est pas vrai, mais que tous et toutes, on peut avoir des réflexes, des pensées, des biais sexistes, qui est normal quand on a grandi dans une société qui l'est elle-même. En revanche, là, dans la situation, ce qu'on vous soumet à la suite, c'est que qu'est-ce qui se passe si la personne qui fait ce type de remarque est un manager ou le supérieur de la personne, à votre avis? Est-ce que ça pose problème, oui ou non, et pourquoi? Je vais demander à Clémentine qui vient de répondre. Oui, bonjour. Bonjour Clémentine. Bonjour. En quoi ça peut poser problème, en fait, ce type de propos, s'il était tenu par le supérieur hiérarchique de la personne à qui ça s'adresse? Enfin, moi, c'est vrai que je le voyais comme un compliment.
Donc, pour moi, ça montre une bonne entente entre les collègues plutôt, mais que ce soit le supérieur ou un collaborateur de même niveau. Donc, je vois pas trop. Selon moi, je pense que ça dépend aussi de la relation qu'on entretient avec son manager. Si on s'entend assez bien avec lui, qu'on a l'habitude d'échanger sur des sujets qui sortent un peu du cadre professionnel, enfin de la vie personnelle et tout ça, et comment la phrase est aussi tournée, il y a une différence entre ta jupe est jolie et ta jupe est super sexy. Enfin, je pense qu'il y a des degrés différents aussi, et tout dépend de la relation qu'on entretient. Mais c'est vrai que à la place d'un manager, je pense que c'est mieux pour éviter toute confusion, parce qu'on ne sait pas vraiment comment la personne en face peut réagir, il vaut mieux peut-être s'abstenir ou... Merci Emma. Effectivement, ce qui peut poser problème en fait dans cette situation, c'est que la posture d'autorité implique un biais de la relation hiérarchique en tant que telle. Et ce qui fait que la personne à qui ça s'adresse peut ne pas dire que ça la gêne. Alors évidemment, la nuance que vous avez apportée, elle est importante, c'est-à-dire que tout dépend bien évidemment de la phrase qui est employée. C'est un compliment, on n'est pas sur des propos à connotation sexiste ou sexuelle, qui eux sont interdits de toute façon. Mais effectivement, dans le cadre de la posture professionnelle, nous, ce qu'on a tendance quand même à conseiller, c'est d'avoir une posture où ce type de propos, alors n'est pas du tout interdit, c'est pas du tout la question, mais c'est quand même d'avoir suffisamment de recul pour s'interroger sur les propos qu'on a pu tenir et pouvoir ajuster, réajuster en fonction des réactions de la situation. Voilà, Noémie, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, c'est très bien l'idée, c'est cette histoire de consentement, hein, le cœur de l'histoire. C'est que d'abord, oui, c'est un compliment, oui, c'est autorisé, mais les jeux de séduction, moi j'ai l'habitude de dire, c'est comme une partie de tennis. C'est-à-dire qu'il faut être d'accord pour jouer, qu'on va être tous les deux en train de faire une partie de tennis, et que quand il y en a un qui envoie la balle, l'autre la renvoie. Si l'autre ne renvoie plus la balle et pose sa raquette, c'est plus du tennis. On arrête de jouer. Même si l'autre a bien voulu jouer au départ à un jeu de séduction, dès que l'autre ne répond plus, on arrête. On arrête complètement. Autrement, ça peut être qualifié très vite en harcèlement, et c'est dangereux pour les carrières de tout le monde. Et l'idée que si c'est le manager, il y a des personnes qui vont pas oser poser la raquette, en fait, qui vont être en difficulté en raison de ce lien de subordination. C'est pour ça que quand on est le manager, il faut faire attention, doublement, comme tu le disais, Coralie, quitte à dire, est-ce que je peux te faire un compliment, par exemple? Point barre, et faire attention aux réactions de l'autre, parce que qui ne dit rien ne consent pas, et qu'il y a des gens qui peuvent être intimidés par le lien hiérarchique et qui vont se soumettre à la hiérarchie, quel que soit, pour toutes les demandes en fait. Donc ça veut dire que ça peut poser des problèmes, puisque ça peut autoriser l'escalade de l'autre côté qui n'a rien compris et qui fait qu'à un moment donné, la situation va devenir très embêtante. Ouais. Alors, on va passer à la situation numéro 4 et je vais demander à Kim de la lire. Allez-y. Juste Noémie, sans vouloir vous couper, il nous reste approximativement un tout petit peu plus de 10 minutes et je vois que votre PowerPoint est encore assez long. Est-ce que vous voulez peut-être qu'on saute et qu'on passe directement à la partie sur le harcèlement sexuel? Oui. On va sauter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est comprendre que les stéréotypes du genre nous donnent une impression, vont sexualiser les compétences et les qualités à tort. C'est que aucun travail en psychologie ne décrète que les gens auraient des qualités et des compétences en raison de leur sexe. Et dès qu'on le dit, on tient des propos sexistes. Ça, c'est ça qu'il faut retenir. Et que donc, il y a des théories sexistes qui sont véhiculées, qui peuvent être le sexiste hostile, bienveillant, ambivalent. Alors, on va avancer aussi. Que le sexisme ordinaire aujourd'hui, comme on l'a dit dans le Code du travail, c'est très, très vite devenu pénal au bout de la deuxième fois, comme l'a dit Coraline. Et Coraline, je te laisse donc développer le harcèlement sexuel.
Oui. Alors, le harcèlement sexuel, vous avez la définition. En fait, c'est le fait d'imposer, donc là, c'est la partie de la phrase qui montre qu'il y a une absence de consentement, la répétition de propos, comportements, qu'elles soient à connotation sexiste, donc en raison du sexe, ou à connotation sexuelle, qui portent atteinte à la dignité, ou qui crée à l'encontre d'une personne une situation intimidante, hostile ou offensante. Alors ça, c'est la définition classique du harcèlement. C'est ce qu'on se représente tous quand on nous parle de harcèlement, c'est l'aspect qui est lié à la répétition. Néanmoins, la jurisprudence et la loi ensuite ont dégagé le fait que est également assimilé au harcèlement le fait, même sans répétition, d'utiliser une forme de pression grave dans un but qui soit réel ou apparent, d'obtenir un acte de nature sexuelle qui soit recherché au profit de la personne qui émet la proposition ou au profit d'un tiers. Typiquement, c'est la situation dans laquelle une personne va dire à une autre pour étudier ta demande de promotion, je te propose d'en discuter ce soir en tête-à-tête chez moi autour d'un dîner. Et bien ça a pu être considéré par la jurisprudence comme étant une pression grave, un acte unique qui faisait rentrer cet agissement dans le cadre du harcèlement sexuel. Alors même que la personne avait expliqué qu'il n'y avait aucun but recherché de nature sexuelle derrière, néanmoins, d'où la formulation, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Et de plus en plus, la jurisprudence se saisit de ces questions. Et notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a la pénalisation du sexisme répété, mais on a également la pénalisation de comportements, par exemple des propos qui seraient tenus à l'encontre des femmes, des collègues qui noteraient leurs collègues dans l'open space en fonction de leur tenue, de leur décolleté, etc., alors même qu'elles ne seraient pas présentes dans l'open space. Cela a pu être condamné notamment par la Cour d'appel d'Orléans en 2017 au titre de ce qu'on appelle le harcèlement sexuel d'ambiance ou le harcèlement sexuel environnemental. C'est-à-dire que même si on n'a pas une personne qui est nommément visée, la situation est susceptible de créer un environnement hostile, dégradant, intimidant ou offensant. Alors, classiquement, le harcèlement, il est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et en cas de circonstances aggravantes, et notamment lorsqu'on a une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, ces peines sont aggravées et portées à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Paul arrive. Oh non, mais je vais demander à quelqu'un de le lire. Tiens, je vais demander à Anaïs. Alors, Paul arrive dans l'open space et Aurélie, assise à son poste de travail, lui tourne le dos. Paul approche doucement et dépose des baisers dans le cou d'Aurélie. Surprise, celle-ci sursaute violemment, ce qui fait beaucoup rire Paul ainsi que d'autres collègues. Est-ce un agissement sexiste ordinaire? Eh bien, vous allez en discuter avec Dina. Oui, alors pour moi, c'est un agissement sexiste, déjà parce que y a un souci de consentement, je pense, dans le fait d'embrasser quelqu'un dans le cou sans que cette personne soit d'accord ou qu'il y ait eu un accord oral avant. Et puis après, le fait que tout le monde soit hilar, bon, on n'en parle même pas, hein. Je pense que c'est très, très limite. Voilà. Et ça montre aussi l'état d'esprit un peu des collègues et de la personne qui agit. Si tout le monde rigole, c'est que c'est démocratisé dans l'entreprise et que ça, ça fait rire tout le monde, donc ça choque personne. Voilà. Alors là, la particularité dans cette situation, c'est qu'on a la notion de contact, ce qu'on n'avait pas jusque-là dans les situations qu'on vous a présentées. Et à partir du moment où on est dans des situations de contact, il faut être assez vigilant. Là, la situation, elle peut caractériser ce qu'on appelle non pas un agissement sexiste, mais une agression sexuelle.
Une agression sexuelle, c'est une atteinte commise avec, on vous a mis les termes, violence, contrainte, menace ou surprise, sur 5 zones que la jurisprudence a dégagées ces 40 dernières années. Ces 5 zones, ce sont la bouche, la poitrine, le sexe, les fesses et l'intérieur des cuisses. En dehors de ces 5 zones, on ne peut pas considérer qu'on est dans une agression sexuelle, sauf que depuis 3 ans environ, la jurisprudence a étendu son périmètre d'appréhension de l'agression sexuelle en expliquant que, en dehors de ces 5 zones, on pouvait être dans le délit d'agression sexuelle en fonction de la situation. Et donc, à ce titre, a pu être considéré comme une agression sexuelle le fait de toucher le genou d'une personne, en plus de lui faire des propositions de nature sexuelle, quand l'auteur des faits a 45 ans et la victime en a 12. Donc là, dans la situation, en fonction des protagonistes, en fonction éventuellement d'antécédents, la situation pourrait constituer une agression sexuelle. Et dans ces cas-là, on passe à 5 ans de prison. On commence déjà à devenir des peines assez sérieuses, et 75 000 € d'amende dans la forme simple, et 7 ans et 100 000 € dans les formes, ce qu'on appelle aggravées, c'est-à-dire en cas de circonstances aggravantes. Est-ce que c'est OK pour vous là-dessus? Oui, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que malheureusement, les peines sont pas forcément appliquées. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent, après ça, c'est la justice française, mais qui se retrouvent à porter plainte, etc. Et pour manque de preuves, c'est classé sans suite. Ou voilà, et du coup, ça décourage beaucoup de femmes, malheureusement, à aller plus loin. Et voilà. Alors effectivement, le gros souci en fait dans l'appréhension judiciaire des violences sexistes et sexuelles, que ce soit au travail ou pas, c'est pas tellement la question des lois, parce que globalement dans l'arsenal juridique français, on a tout ce qu'il faut. À peu de choses près, il est quand même très très abouti. C'est pas tellement la question des lois, c'est plutôt l'application. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que la justice et tous ces acteurs sont sexistes et reproduisent des stéréotypes sexistes qui empêchent de véritablement pouvoir sanctionner et appréhender ce type de fait. Effectivement, vous avez raison. J'avais juste une question, moi, excusez-moi, par rapport aux 5 zones que vous avez citées. Est-ce que ce serait possible de les reciter? Bien sûr. Vous avez la bouche, Oui. la poitrine, le sexe, les fesses et l'intérieur des cuisses. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des questions qu'on ne voit pas? Alors, dans le chat, il n'y a aucune question. D'accord. Très bien. Ah, nous avons une main qui se lève de Anaëlle. Bon, Anaëlle, on vous écoute. Oui, j'avais 2 questions. La première, c'est par rapport aux compliments. On n'est pas rentré forcément en détail, mais si les compliments sont répétitifs, est-ce que du coup ça peut être à caractère du coup d'harcèlement ou pas? Je te laisse répondre, Coralie. Ça dépend. En fait, tout dépend de la situation. Est-ce que... alors, déjà, s'ils sont mal reçus, vous avez déjà votre réponse. C'est-à-dire que si ce sont des compliments qui créent un malaise, une situation, reprenez le texte, hostile, intimidante, dégradante ou offensante, on va être déjà dans du harcèlement sexuel. Après, si la situation ne pose pas de difficulté pour la personne qui les reçoit, néanmoins, il faut être vigilant parce qu'elle peut susciter un malaise chez d'autres personnes. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au titre de ce qu'on appelle le harcèlement sexuel d'ambiance. Et donc,
nous, le conseil qu'on donne dans ce type de situation, c'est de suggérer à l'employeur de mettre en place, non pas une sanction, mais des actions au titre de la prévention et de la formation. En fait, pour permettre de sensibiliser les personnes sur ces sujets, pour les amener à se questionner sur leurs propres pratiques, et puis aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait dans le cadre du travail, quelle est ma posture professionnelle. Voilà. Est-ce que c'est professionnel au travail de faire un compliment comme ça en passant parce que voilà, cette personne-là est bien habillée, que je trouve que c'est important. Voilà, je lui dis parce que voilà, ça me fait plaisir, terminé, on en reste là. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours dans cette optique-là? Nous, on avait une situation comme ça avec Noémie, d'une personne qui faisait systématiquement des compliments aux femmes. Elles sont toutes belles, elles sont toutes merveilleuses. Sauf qu'en fait, même si en apparence, ça peut être bienveillant, ça peut néanmoins, déjà, c'était du sexisme bienveillant, et puis ça peut induire chez certaines personnes un malaise et créer un environnement hostile, dégradant, intimidant ou offensant. Donc à ce titre, en tant qu'employeur et en tant que RH, nous, on conseille quand même d'être vigilant et de pouvoir axer sur la formation pour permettre aux personnes de prendre conscience autant que possible, de leurs réflexes et de leurs biais sexistes. Ok, très bien. Et justement, en termes de formation, si on a une situation justement qu'on souhaiterait gérer en interne, en entreprise, côté RH, comment former justement tous les collaborateurs? Parce que c'est vrai qu'on est, imaginez que c'est une grande entreprise et que tout le monde justement puisse prendre le message et que certains ne se disent pas, moi je ne suis pas concernée, je ne fais pas certainement de blagues ou autres, je ne ferai pas d'agression sexuelle. Comment faire en sorte, quel serait le moyen efficace pour que justement toutes les personnes soient intéressées et se sentent concernées par cette formation? Nous, ça dépend des cas, mais ce qu'on recommande, c'est d'abord que les cadres dirigeants soient formés. Parce que si on fait une formation, une sensibilisation à des gens et que leur patron, leur manager tient des propos ou des comportements sexistes, ça perd complètement de son intérêt. Donc déjà, il faut que le board, il faut que les cadres dirigeants aient bien compris et comprennent bien les choses. Souvent, on commence par là. On commence par faire des ateliers comme on fait aujourd'hui avec eux. Et puis, quelques temps après, on va prendre d'autres personnes, alors, soit dans des conférences, ça nous est arrivé sur des conférences sur 300 personnes, par exemple, comme on fait aujourd'hui avec vous, sauf qu'il y a 300 personnes dans la salle, et que là, on explique, on répond aux questions, et on forme les gens, ou alors des ateliers, comme on fait. Et on fait aussi des ateliers du masculin, c'est du masculin stéréotypé en fait. C'est-à-dire que nous avons repéré qu'après avoir fait ce type de formation, il arrive dans les entreprises des phénomènes de backlash. C'est-à-dire que moi, j'ai une DRH qui m'a raconté il y a eu un séminaire après notre atelier. Donc, les gens, ce sont les personnes du CODIR qui sont en séminaire et qui ont tout eu un atelier comme nous avons réalisé avec vous. Et la DRH, la seule femme du CODIR, a subi des comportements complètement sexistes, comme à un moment donné, pour mieux se connaître les uns et les autres, il a été question de parler de ses loisirs et qu'elle a dit qu'elle adorait l'équitation. Elle a eu des commentaires depardiesques, si j'ose dire, de ce style à la Depardieu, de la part d'hommes du CODIR civilisés, diplômés, d'excellent niveau. Et ces commentaires l'ont impactée émotionnellement bien profondément. Elle a été déstabilisée. Et c'est là où on s'est dit qu'il fallait faire un travail spécifiquement sur le masculin. Et j'organise des ateliers dédiés aux cadres dirigeants hommes. Toujours, pourquoi cadre dirigeant? Parce qu'il faut commencer par le haut. Parce que, ce qui n'empêche pas qu'il faudrait le faire, bien entendu, aux autres hommes qui auraient ces comportements-là, parce que dans certains milieux, il y a une espèce de style de masculinité valorisé qui consiste justement à humilier les femmes.
Et là, donc, nous organisons des ateliers avec Coraline et avec une troisième personne, Piotr, qui est un coach qui s'occupe et qui a une clientèle essentiellement masculine et qui est un ancien moine bouddhiste et sociologue de formation et qui les aide en fait à se transformer, c'est-à-dire à changer réellement de comportement et à changer de mode de pensée, parce que la difficulté que nous avons, c'est qu'il s'agit de changer de mode de pensée et de travailler nos identités, parce que il y a des identités masculines, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui se sentent hommes en ayant des comportements de ce type. Et si on les empêche de les exprimer, alors on a l'impression qu'on les dévirilise, qu'on leur fait du mal. Donc c'est là où il y a un travail à faire pour qu'ils puissent accepter ce type de message sans compenser, sans tout d'un coup qu'il y ait un effet d'un retour de bâton pour se montrer encore plus viril, puisque de temps en temps on les empêche. Donc, pour faire un travail de transformation un peu plus en profondeur. Donc, pour répondre à votre question, c'est attaquer sur plusieurs rangs, commencer par le plus haut, et ensuite, l'idée, c'est que ce sont aux cadres dirigeants de transmettre le message et de faire leur job de manager. Hein. Et aux RH, très important, les dirigeants et les RH. Parce que les RH aussi ont un rôle particulier sur ce sujet. Merci beaucoup. Sans vouloir vous couper, on a déjà 6 minutes de retard et c'est vrai qu'on doit suivre un planning assez précis. Donc, je vais en profiter pour vous remercier une nouvelle fois pour votre intervention. On retransmettra aux participants vos LinkedIn afin qu'ils puissent vous recontacter si besoin. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre participation. C'était très intéressant, merci. Au revoir. Merci. Merci Donc, beaucoup. vous pouvez en parler sur LinkedIn. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Bon, je pense que tout le monde est en train de partir. Hop.